Messieurs, dames, on est bienvenue sur les convois de l'extrême. Mais aujourd'hui, c'est un convoi assez classique. Si j'ai aimé animer l'émission, évidemment que j'ai aimé. En plus, c'est toujours palpitant. On se sent un peu moins seul, même si quand je répondais aux questions, quand je essayais de discuter avec le journaliste qui était avec moi présent dans le camion, j'avais l'impression que j'étais tout seul. Mais bon, ça change pas d'habitude, hein. C'est mon boulot. Sur un petit coffre solide classique, un stand de fruits. Francky, fais gaffe au montage, il est en train de tout cacher. On est limité à 75 km/h, ce qui fait exactement 121 miles. Perdu avec les miles sur le kilomètre-heure. Oui, bon, c'est vrai que dans l'émission, il m'est arrivé de me mélanger, mais il faut savoir que quand vous êtes sur la route, vous mélangez pas parce que le compteur que vous avez sous les yeux, il est en miles et les panneaux de signalisation que vous voyez est en miles. Du coup, même si vous savez pas compter, il suffit juste de sur le compteur de votre camion, il faut pas que ça dépasse le même chiffre que sur le panneau de signalisation et tout se passe bien. Dans le cas contraire, c'est avec la police que ça pose problème. La température extérieure est de 36 degrés. Ouais, on ne croirait pas. Hein. Mais on est quand même sur un petit désert. Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud? Ah, c'est vrai que dans différents États d'Amérique, la température peut varier de très chaud à chaud, mais jusqu'ici, c'est vrai que je suis toujours tombé dans des températures assez élevées. Sauf quand il pleuvait ou mauvais temps, où la température restait quand même assez élevée. Mais vous savez, dans le camion, on n'a pas vraiment le problème d'attraper froid, d'attraper chaud, parce qu'on a la clim. Et le chauffage, du coup, c'est parfait. On n'a rien, on n'a rien à réclamer de plus. Hein. Ah si, peut-être un distributeur. Et on a stabilisé le véhicule. Sur le régulateur de vitesse à 121 km/h, c'est-à-dire 75 miles. Étant donné que les virages étaient plutôt dangereux, nous avons là malheureusement dû ralentir. 90, hein, c'est ce qui est recommandé, 50 miles pour les poids lourds. C'est la vitesse recommandée. Le chauffeur Hitachi va appuyer un peu plus. Tu crois que je connais le tarif comment, d'après toi? Non, bien sûr que ça a déjà arrivé, que ça soit moi ou un de mes autres chauffeurs, parce que pour rappel que je suis chef d'entreprise, que ça soit moi ou un de mes chauffeurs, on a tous dépassé un petit peu. La différence, c'est que un excès de vitesse en voiture et un excès de vitesse en poids lourd n'est pas du tout la même chose. Parce qu'une voiture, elle fait 2 à 3 tonnes, nous, on fait 17 tonnes à 65 tonnes selon marchandises transportées. Et nos contraventions sont donc légèrement tarifables à une hausse de noblesse assez excessive, je trouve. Mais si on continue, c'est que c'est peut-être pas assez cher.
Alors pour Katrina, oui, parce que c'est une ancienne employée qui est là depuis le début et maintenant elle a une très grande expérience. Elle peut parcourir tous les États possibles et traverser l'Amérique avec des marchandises plus ou moins dangereuses et avec des marchandises plus ou moins coûteuses. En sachant que si la marchandise est lourde, nous, on demande plus cher. Si la marchandise est fragile, on demande plus cher. Si la marchandise a de la valeur, on demande plus cher. Et si elle est dangereuse, on peut demander plus cher. Si vous cumulez tout ceci, cela peut donner des transports assez conséquents au niveau des chiffres, comme vous pouvez le voir, hein, 52 432 dollars. Ça peut être un trajet tout à fait classique qui n'est pas d'ordre exceptionnel comme on peut faire et qui peut coûter très cher à l'entreprise qui nous demande un tel transport. Ça peut être dans l'urgence ou pas. Faut savoir que ce genre de chiffre, en fait, il n'est pas du tout étonnant. C'est un tarif même plutôt raisonnable parce que quant à moi, quand je me déplace personnellement, euh, c'est pas 52 000, vous pouvez doubler la somme sur un trajet minimum. En sachant que quand je me déplace, je fais 2000 km, 3000 km, du 10 heures de route, 14 heures de route, 16 heures de route. Je pense que ça répond un peu à votre question. Quand on est bloqué dans les situations difficiles, faut savoir se débloquer. T'es un fils de pute! Et savoir communiquer est important. Tu veux les chiffres dans l'entreprise? Regarde, ils sont juste là. L'entreprise a actuellement dans son coffre-fort 92 279 896 dollars. J'ai 12 garages, dont obligatoirement un dans chaque état. J'ai 52 camions. J'ai 8 remorques. J'ai 52 chauffeurs et je fais un profit par jour de 1 536 838 dollars. Vous vouliez les chiffres? Ben les voici. Moi, je n'ai pas peur de déclarer mes chiffres puisque je n'ai aucun souci avec les impôts, le fisc, ni quoi que ce soit. L'entreprise Team Wolf met ses chiffres en public. En sachant que pour vous faire une petite idée de base, j'ai des chauffeurs aussi débutants et des chauffeurs experts. Un chauffeur débutant va demander une moyenne entre 17 dollars du kilomètre, quant à un expert comme moi va demander minimum 70 dollars du kilomètre. Si vous faites le calcul sur 3000, 4000 kilomètres et que vous faites plusieurs trajets par jour, ça vous donne une idée de combien un chauffeur peut gagner en une seule tournée. Là, il faut être pratiquement prudent parce qu'il y a des traversées d'animaux possibles. Mais nous, on a l'habitude. Hein.
Conduire dangereusement? Non. Vous savez, moi je suis un expert. Comme vous le savez, on m'appelle le champion divin. Et il est possible que quand on n'ait pas l'habitude de monter avec un chauffeur, avec mon expérience, certaines manœuvres ou situations peuvent effrayer éventuellement les personnes qui n'ont pas l'habitude de cette expérience, de ce pilotage, hein, je pourrais dire même. Mais je ne pense pas qu'il ait eu peur parce que il n'a pas crié. Et généralement, quand les gens sont effrayés ou qu'ils ont peur, ils crient, mais il est resté silencieux jusqu'au bout. Ça prouve que je pense pas que cette personne ait eu peur. Je pense surtout que elle s'est fait chier. Elle s'est fait chier parce que même si nous sommes des pilotes et que nous faisons quelques petites manœuvres, il est vrai que la plupart du temps, c'est toujours tout droit, deux, trois virages. Ça peut paraître long quand on ne parle pas, on s'en occupe pas, on n'écoute pas de la musique. Du coup, je ne pense qu'il n'a pas supporté la pression d'un tel métier. On est bien là. C'est un convoi anormal, mais on est quand même le routier d'extrême. Du coup, nous allons faire les 17 heures de route en un trait. On va rester ici parce que plus loin, la route risque de se rétrécir. Et nous, on sera bien placés. Ah, même pas. Du coup, là, on peut se rabattre en sécurité en vérifiant dans nos rétroviseurs et dans nos angles morts la possibilité de se rabattre en toute sécurité. On garde une distance de sécurité. Avec celui-ci. Et là, j'utilise le frein moteur pour ralentir le véhicule, accompagné de 2-3 coups de frein normal. C'est suffisant pour ralentir le véhicule. Alors, est-ce que le fait d'expliquer les choses vient de l'habitude de former mes chauffeurs? Alors oui et non, parce que le chauffeur, je ne lui explique pas comment fonctionne un frein moteur ni un ralentisseur hydraulique.
Parce que ça, on l'apprend au permis poids lourd. Et si je devais expliquer ceci à un chauffeur, cela deviendrait très vite compliqué pour lui et je pense que j'aurais quelques soucis d'appel de clients comme quoi que les marchandises n'arriveraient jamais. Par contre, l'habitude de parler au volant, c'est la communication, hein. De plus, comme je vous l'ai dit tantôt, votre journaliste, il n'était pas prompt, à la discussion. Cela n'empêchait que j'essayais quand même de lui expliquer ce que je faisais, puisque sinon cette émission n'a aucun but, en fait. Heu, Dans ces cas-là, autant prendre une caméra, je fais deux trois manœuvres et puis, c'est bon, vous bouclez l'émission avec les montages. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant et pédagogique d'apprendre des choses, sur cette émission, qui est divertifiante. Enfin, du moins, je l'espère. Sans insister sur les freins. D'ailleurs, la pression des freins, vous pouvez le voir juste en dessous du compteur des kilomètres-heure à droite. Vous avez l'huile et celui de gauche, le petit compteur en dessous des miles, des kilomètres-heure. C'est les freins, la température des freins. Et si on est dans le rouge, c'est pas bon. Comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. C'est pour ça qu'il est évident d'utiliser, là par exemple, le frein hydraulique. Ça ralentit fortement et ça évite d'utiliser les freins basiques et de chauffer les freins pour rien. C'est réglable, hein, jusqu'à pression 4, qui est une pression utilisée dans les descentes très dangereuses ou en accompagnement du frein. Et compléter du frein moteur, c'est extrêmement efficace. Ça pourrait même remplacer les freins normaux si vous anticipez les freinages. Et en cas d'urgence, bien sûr, vous pouvez utiliser le frein parking sur des à-coups, accompagné du frein hydraulique et du frein moteur. Dangereux, bah ça dépend. Normalement, quand vous avez le permis poids lourd, vous comprenez très bien ce que je peux dire. C'est sûr que le journaliste était en mode alerte, alerte, il va faire du drift. Surtout que la semaine dernière, il était dans une GTR, d'après ce que j'ai entendu parler, alors je comprends qu'il était un peu paniqué. Alors quand je parle du frein parking, je dis pas mettez le frein parking, mettez un coup de volant et faites du drift avec le camion. Non, non, quand je dis mettre des freins parking, c'est des petits à-coups accompagnés du frein normal, c'est-à-dire avec votre pied droit, vous appuyez sur la pédale du milieu, du compresseur hydraulique au maximum à pression 4 et du frein moteur. Ce qui, normalement, devrait vous laisser une bonne marge, tout dépend de la vitesse à laquelle vous roulez, pour éviter un éventuel accident. Alors, je ne parlais pas de faire du drift, hein, je parlais de mettre des petits à-coups. Alors, même si votre journaliste a eu la chance de monter avec certains de mes chauffeurs qui ont fait une petite démonstration, il est important de dire dans l'émission qu'il ne faut pas tout mélanger. Il a vu des choses qui ne faisaient pas partie de l'émission, qu'il devrait peut-être même oublier. Mais c'est mieux pour tout le monde. De magnifiques paysages. On est sur la route 160. On va commencer à accélérer un petit peu sur la vitesse maximum autorisée, c'est-à-dire 65 miles, dont c'est égal à 105 km/h. C'est toujours bien de le régler à 105, voire en dessous 104,
Parce que parfois dans les petits pics de descente comme ça peut aller jusqu'à 106. 106 c'est encore toléré par la police. 107 ce n'est plus toléré. C'est pour ça qu'il vaut mieux le régler en dessous qu'au-dessus. Ils savent pas faire, les Américains, ils savent pas faire des routes droites. Un peu comme les Français, hein, d'ailleurs. Hein. Ils aiment bien les zigzags et... Alors c'est pas parce que c'est limité à 105 km/h, c'est-à-dire 65 miles, que vous pouvez aller à 65 miles. Hein. Ouais, juste le frein à main, il a usé un quart de frein quand même. Le frein parking. Parce que c'est pas vraiment un frein à main, on appelle ça plutôt un frein parking. Cinq minutes plus tard. 5 minutes plus tard. 2000 ans plus tard. Si je me souviens des feux, vous savez quand on est routier, les feux rouges, c'est pas ce qui manque. Je peux pas dire que c'est parce que nous sommes en Amérique, parce qu'à Paris c'est la même chose. C'est même pire, parce qu'apparemment il y a des feux tous les 10 mètres. Nous, ils sont peut-être longs, mais ça va, il n'y a pas autant de feux que ça en dehors des villes. Et quand ils sont placés, ils sont toujours placés de façon nécessaire. Alors le temps qu'ils mettent n'est pas forcément nécessaire, non. Alors je me souviens pas particulièrement de ce feu-là, je me souviens particulièrement de tous les feux d'Amérique qui sont très longs. Comme les passages à niveau d'ailleurs, les passages à niveau, ils s'ouvrent 10 minutes après que le train soit passé. Mais c'est une question de sécurité. C'était la petite pause. Petite pause repas. 6 heures plus tard. Nous avons fait 3 heures de route. Nous avons fié. Ah bah c'est sûr que j'ai fié. J'ai même chié tiens pendant la pause. J'ai fié et j'ai chié. Alors cette fois c'est moi qui ai une question. Ceci n'a pas été coupé au montage. Il y a des enfants qui regardent l'émission? On a remplacé un collègue parce qu'apparemment il a foncé dans le cul des flics là. Dernièrement. Et du coup il est incarcéré. Si cela m'a coûté cher, alors il faut savoir qu'un camion basique, c'est 190 000 $. Il faut savoir que mes camions, qui sont totalement personnalisés, coûtent entre 290 000 et 300 000 $. Et que quand mon chauffeur a percuté la police, même si le 4x4 de la police a reçu plus de dégâts que mon camion, cela m'a coûté un camion
puisque les dégâts qui étaient sur celui-ci n'étaient pas réparables. Du coup, j'ai dû rembaucher un nouveau chauffeur et cela coûte à peu près 5000 $ pour embaucher quelqu'un. Et il a fallu que je rachète un camion à 300 000 $. Donc, embaucher du personnel et racheter un camion, pour répondre à votre question, oui, ça m'a coûté cher. Ah, vous voyez, le frein moteur, c'est le frein hydraulique. C'est très pratique. Le frein moteur, ça aurait pu l'être aussi. C'est un peu large. 6 heures plus tard. On va commencer à pouvoir le mettre le pied dedans. « 6 heures de route les amis, on est à 6 heures de route. C'est bon, notre premier dépassement à 122 km/h. On va pouvoir se mettre à 130, ça sera toléré. « 130 c'est toléré par la police. 131 non, mais 130 c'est toléré. En sachant qu'on est limité à 65 miles. Ah, on va devoir ralentir. C'est 121 maintenant. Il y a un poste de pesée à l'opposé. C'est possible que nous, on soit obligé de faire un poste de pesée bientôt de notre côté. Vous allez où comme ça? Je transporte un blessé grave qui doit subir une transplantation d'urgence. Il est entre la vie et la mort. Et ça vous fait sourire? Non? Si, Oh non. si. Vous souriez là. Oh, c'est parce que j'essaie de rester cool. Mais je suis tendu. Gardez vos mains sur le volant. Il est sympa, ce Frankie. Oh mais c'est mort. Va chier ta mère, hein, bâtard. Fils de pute d'enculé. C'est pour passer là, autant passer tout droit. Hein. Connard. Six heures plus tard. La douane. Le Wyoming. Ah, au Wyoming, c'est Henri. C'est Henri à la douane.
Allez Henri. Toi. Ah bah impeccable. Tu rentres? Ouais bah j'ai de la cargaison. En 36 tonnes. Comme d'hab quoi. Ah bonne journée putain. Bonne journée Henri. Ah bah ouais, c'était Henri. Ah, on vient d'arriver au Yuming sur la 789, les amis. 2 heures plus tard. Paysage. 6 heures plus tard. On va respecter là, les 30 miles, 48 km/h. On avait le temps. Il restait plus ou moins 3 heures de route à faire. Bonne chaîne pour le petit magasin de ferme là. Ah d'accord, on importe des fruits et on leur fait croire que... Alors là, on a eu l'exemple de... Je viens livrer des fruits dans un magasin qui est censé produire ses propres fruits et les vendre. Est-ce que cela arrive souvent, ce genre d'arnaque à la consommation, étant transporteur? Je vais vous dire quelque chose que l'on m'a dit à mes débuts. La consommation bio à la ferme ou machin mes couilles,
ça n'existe pas. Des fois, on dit produit de la ferme et ça vient d'Irak. Il faut savoir une chose, les produits de consommation, c'est comme la politique. On vous fait croire que c'est boyau, que c'est bon, que c'est frais, et finalement, vous vous rendez compte que la belle-mère a utilisé un concombre pour se masturber hier soir. Voilà comment je vais résumer la chose. Ça me révolte pas, vous savez, je suis payé 116 000 $ pour avoir ramené les fruits à cette ferme. Et que ça me révolte ou pas, je serais quand même payé 116 000 $ pour les livrer. Et non, je ne participe pas à ça, parce que moi, je suis juste livreur. On me donne la marchandise. On me dit, tu pars de A, tu vas à B et tu la livres. Et c'est ce que je fais. Alors ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question de ce que c'est normal ou pas. Parce que moi, je suis payé pour livrer des choses et non pas pour me poser des questions sur comment elles sont. Alors c'est sûr que d'un point de vue personnel, je me fais plus chier à acheter des fruits qui viennent du magasin. On produit à la ferme, puisque je sais que ils viennent probablement d'ailleurs, en étant pratiquement sûr à 86% que c'est mon entreprise qui les a livrés. Et voilà,